Rares sont les Français qui pouvaient échapper à la surveillance de ces hommes. Quand 3 personnes se réunissent, il y en a une qui travaille pour moi. Voilà. C'est la bonne définition des renseignements généraux. Ils étaient des policiers de l'ombre. Les renseignements généraux devaient s'intéresser à tout ce qui pouvait porter atteinte aux institutions, aux problèmes de violence, de terrorisme et de déstabilisation. Leur spécialité, espionner la France entière. À la sortie de chaque réunion, tout le monde se disait entre copains, alors c'était qui? C'était qui le gars des renseignements généraux? Ils étaient près de 4000 à nous surveiller, écouter nos conversations téléphoniques, infiltrer nos entreprises. Les renseignements généraux étaient les yeux et les oreilles du pouvoir politique. On parle beaucoup dans les journaux de sondages de renseignements généraux. Est-ce que ces sondages existent? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça. C'est vrai qu'on nous a collé l'étiquette de police politique, c'est inévitable. Hors de tout contrôle, certains n'hésitaient pas à transgresser la loi. S'il faut finir au harpon, on finit au harpon. Les plus grands intellectuels de leur époque, les artistes admirés de tous, ont eu affaire à leur coup bas. Si les gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Ils allaient jusqu'à saboter des enquêtes judiciaires visant le plus haut niveau de l'État. Là, c'est extrêmement inquiétant. Ça pose des problèmes sur la démocratie, quoi. Personne, absolument personne ne pouvait se soustraire à l'œil des renseignements généraux. Qu'est-ce qui était le plus intéressant, le plus croustillant? Qui couchait avec qui? Comment? Dans quel endroit? Les perversions sexuelles? C'était une autre époque. Pendant 70 ans, les renseignements généraux ont sondé les reins et les cœurs de la société française. Mais leurs dérives ont causé leur perte. On n'arrivera jamais à se départir de ce côté sulfureux. Le service est cassé. Ces hommes et ces femmes connaissent la face cachée de notre République, celle qui n'apparaît jamais dans les livres d'histoire. Ça peut intéresser les gens. Espérons que ça passera à l'antenne. De transcription, une bonne écoute téléphonique. Pour la première fois, ils ont accepté de livrer leur vérité. C'est pas filmé, là, hein? Ils s'appelaient les renseignements généraux. Pour le commun des mortels, c'était les RG. Aux renseignements généraux, on cultive le secret, et rares sont les agents qui sortent volontairement de l'ombre. Le commissaire Pierrat est ce que l'on appelle un grand flic. Entré dans la carrière à la fin des années 60, il a grimpé tous les échelons, jusqu'à devenir le directeur adjoint du service. Un hareng fumé, et ensuite un pavé de saumon, de tagliatelle, s'il vous plaît. Il a attendu un demi-siècle pour se mettre à table. Derrière ces faux airs de grand-père tranquille, se cache un as du renseignement, la mémoire vivante du service. C'est la partie noble de la police. Une mission très claire et très simple, l'information du gouvernement. Le jeune Guy Pierrat entre au RG quelques mois avant mai 68 et ces grandes manifestations qui déstabiliseront le pays tout entier.
Personne dans le service ne prend alors ses étudiants aux cheveux longs très au sérieux. À ce moment-là, les RG ne se reconnaissent qu'un seul ennemi, le Parti communiste français. Le monde est plongé en pleine guerre froide. Entre les États-Unis et l'URSS, deux idéologies s'affrontent. Le mur de Berlin, érigé 7 ans plus tôt, n'est qu'à 1000 km de Paris. Le péril communiste est une menace, même en France. Et il revient aux renseignements généraux, un service créé en 1937, de mesurer l'ampleur du problème dans l'Hexagone. C'est vrai que l'objectif principal des renseignements généraux à cette époque-là était le Parti communiste. La menace communiste est réelle. La problématique, c'est que ce n'est pas une menace nationale. La menace intérieure est faible parce que le Parti communiste français n'a pas décidé la prise du pouvoir par les armes. En France, la révolution bolchevique relève du fantasme. Mais les renseignements généraux restent obnubilés par le danger que représenteraient les communistes français. La surveillance des RG, c'est à la fois les dirigeants et les cadres moyens du parti, du mouvement pour la paix, de la CGT, des jeunesses communistes, du Secours populaire, bref, de toute la galaxie. Je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'à surveiller PIF, journal des éditions Vaillant pour la jeunesse, mais qui était l'organe de presse du Parti communiste. Mais on peut imaginer qu'ils ont dû s'interroger sur le message secret des gadgets qui allaient avec le journal. Ces espions, qu'emploient-ils actuellement comme matériel? Le matériel utilisé par les espions varie à l'infini. Par exemple, appareils de photo miniaturisés, tels que celui... Les agents des renseignements généraux, incapables de voir la société changer, continuent d'analyser le monde sous un seul et même prisme. L'obsession communiste vire à la chasse aux sorcières. Dans les années 60, même les simples sympathisants, ce que l'on appelle alors les compagnons de route, sont suspectés de travailler pour Moscou. Yves Montand, par exemple. Comme il disait lui-même, je suis né dans une famille communiste. Je suis né communiste. Son père était un communiste italien qui a fui l'Italie pour venir à Marseille. Et donc, il baigne là-dedans. Montand, le fils d'immigrés communistes, est alors en haut de l'affiche. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. L'interprète des Feuilles mortes est pourtant placé sous l'étroite surveillance du pouvoir depuis des années. Dès le mois de juin 1949, les renseignements généraux ont ouvert le dossier numéro 432-845 au nom de Jean Livy, le véritable nom de l'artiste. Il est proche, à l'époque, et il ne s'en cache pas, des positions du parti, du mouvement pour la paix, etc. Et puis un service de renseignement, ça surveille. C'est fait pour surveiller. Et donc, si quelqu'un demande, et d'ailleurs Yves Montand, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, machin, il est censé pouvoir répondre à cette question et non pas dire « Ah, revenez la semaine prochaine, je vais vous le dire ». Donc du coup, mécaniquement, par une sorte de logique que j'appelle ceinture bretelle parachute, on surveille pour surveiller au cas où, des fois que. Au même moment ou presque, l'actrice Simone Signoret est elle aussi suspectée d'être une espionne soviétique. Ils ne font pas partie de l'appareil clandestin du Parti communiste. La surveillance par les renseignements généraux est ridicule. Depuis leur bureau du ministère de l'Intérieur, les policiers du renseignement épient chaque fait et geste de l'artiste. Il va se produire au théâtre municipal de Troyes dans l'Aube. Bon, ça va, c'est pas mal. Écoute, alors tu reprends tout à l'heure en pensant... Les RG locaux recrutent des informateurs parmi les employés. Et lorsque Montand, en marge du spectacle, livre le fond de sa pensée, tout est scrupuleusement retranscrit dans une note. On y apprend par exemple qu'il a critiqué la guerre menée par la France en Indochine.
Quand vous avez une note de renseignement qui raconte une conversation privée, c'est qu'elle n'était pas privée. C'est-à-dire qu'un des machinistes, ou quelqu'un qui était à côté, ou quelqu'un qui surveillait discrètement derrière le rideau, ou qui faisait semblant d'être là pour réparer une ampoule, a fait un petit rapport détaillé, ou qu'un agent du renseignement est allé voir un des machinistes et a trouvé les arguments convaincants pour qu'il lui répète ce qu'Yves Montand avait indiqué. Toutes ces informations remontent directement au sommet de l'État. Même si en réalité Yves Montand n'a jamais caché ses opinions. Je ne comprends pas le fait que sous prétexte que l'on soit acteur ou chanteur, on doive subitement se désintéresser des événements qui se passent autour de vous. Au nom de quoi? Les RG ne reculent devant aucun stratagème pour surveiller le couple Montand-Signoret. Comme si leurs opinions et leur notoriété représentaient une menace pour le pays. Tout à leur tâche, les policiers n'ont pas compris que la rupture entre les artistes et l'idéologie communiste a déjà eu lieu. Elle s'était nouée lors d'une tournée de chant en Union soviétique après une rencontre houleuse avec Nikita Khrouchtchev, le leader du Kremlin en personne. On a fait un petit dîner. Oui, un petit dîner, vous êtes que... Ils sont venus voir le spectacle. Ils sont venus voir le spectacle. Ils ont d'ailleurs raconté cet épisode sur un plateau de télévision bien des années plus tard. Ça a commencé avec les termes, disons, polis. Excusez-moi, là, vous avez mangé, vous chantez Karacho, etc., 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 feuille morte, etc. Alors vous avez pu venir quand même. Alors là, ça a commencé. Et ça a été une conversation comme je ne sais pas où ailleurs on aurait pu en avoir. Ça a été une engueulade de bistrot. Une discussion extrêmement serrée, extrêmement violente après les problèmes. Donc il revient de là complètement écartelé. Ça marque une rupture chez lui. Il est déchiré en fait par son appartenance affective au monde communiste, par son père, les liens avec son père qu'il admire, et puis la réalité qu'il découvre qui est évidemment tout autre. Quand il revient, ce n'est plus un compagnon de route, c'est un compagnon de doute. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. Les RG, pourtant, vont persister, obnubilés par Moscou et par les cibles qui brillent et les attirent. Au point de ne pas voir ce qui se passe dans les universités françaises. Dans les services, personne ne voit l'insurrection qui vient. Si on parle dans les mois qui ont précédé 1968, on peut dire que les renseignements généraux sont passés à côté de l'agitation estudiantine. Ça, c'est tout à fait exact. En mai 68, la République vacille. Comment le pays a-t-il pu en arriver là? Oh les salauds! Comment les RG ont-ils failli au point de ne rien anticiper? Au sommet de l'État, le traumatisme reste profond. Le mot d'ordre, c'est « plus jamais ça ». Une feuille de route pour le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, et son nouveau ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin. Le fond du problème est politique. Raymond Marcellin est un homme à poigne. Des groupes révolutionnaires se sont constitués au cours de ces dernières années dans notre pays. Des mots d'ordre circulent ça et là qui annoncent la nouvelle révolution d'octobre. Le gouvernement est prévenu. En tout état de cause, il saura maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre, maintenir l'ordre, maintenir l'ordre. Le ministre, il partait quelquefois un peu dans tous les sens. Il était convaincu que par derrière, il y avait des gens qui avaient vraiment envie de mettre à genoux la République française. Le ministre de l'Intérieur dote les renseignements généraux de tous les moyens modernes de surveillance. Ils ont désormais carte blanche. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les lignes téléphoniques, c'est une activité permanente. Et on ciblait les personnes qui pouvaient dire des choses qui seraient utiles à la police. On ne peut pas le nier. Il y en a eu beaucoup sur Marcellin. Évidemment, les
Mais des écoutes, il y en a eu sous tous les régimes. Hein. Donc personne ne peut donner des leçons de morale à un autre. Il y a eu de tout. En quelques mois, les RG deviennent un service de renseignement de référence, le plus efficace du pays. C'est une maison prestigieuse. Vous savez que l'on dit, les flics de la sécurité publique, les gars de la PJ, mais c'est messieurs des renseignements généraux. Voilà. Après mai 68, fort de l'appui du pouvoir, ces messieurs des RG ont tous les droits. Il y a beaucoup d'interceptions, de courriers, de documentation et surtout beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'informateurs, beaucoup d'infiltrations, beaucoup de renseignements humains. Aux yeux des hommes du renseignement, tous ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement gaulliste sont des ennemis potentiels. Comme ce nouveau petit parti de gauche, le PSU, le Parti socialiste unifié. Très critique envers le gouvernement, son leader encore peu connu attire les foules. Il s'appelle Michel Rocard. C'est qu'il n'est pas possible d'assurer le plein emploi sans mettre en cause précisément la nature même de ce pouvoir capitaliste. Michel Rocard inquiète en haut lieu. Énarque et député de la République, il n'a pourtant pas un profil révolutionnaire. Mais il est une figure de l'opposition et devient donc mécaniquement la cible du ministère de l'Intérieur. Le commissaire Alain Hamon n'a pas 30 ans à l'époque. Rien de la vie du Parti socialiste unifié ne lui échappe alors. Le PSU, c'était un parti très intéressant. Alors, sans être un parti révolutionnaire, c'était quand même un parti qui prenait des idées tellement nouvelles, si vous voulez, que c'était à l'avant-garde. Et donc, c'était suivi. C'est la démonstration de ce qu'est un vrai service de renseignement. Ils voient apparaître un truc qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, ils le surveillent. Ils suivent Rocard, parce qu'on ne sait jamais. Et notre rôle, c'était d'essayer, je dis bien d'essayer, hein, alors employant le mot, d'infiltrer. Hein, ce qui fait que on arrivait à savoir beaucoup de choses. À cette époque, Alain Lipietz est très proche de Michel Rocard. On était tous conscients d'être fliqués. À la sortie de chaque réunion, tout le monde se disait entre copains, alors, c'était qui ? C'était qui le gars des renseignements généraux? Ceux qui étaient pas très sympas étaient toujours accusés. Oui, c'est lui, le renseignement général. Le gars des RG, c'est lui, etc. Donc, en fait, on vivait avec ça. À mesure que Michel Rocard gagne en popularité, la direction centrale des renseignements généraux, elle, s'inquiète. J'ai une anecdote à raconter. Bon, j'étais donc, comme je vous dis, très, très jeune commissaire, et un jour, je suis convoqué dans le bureau du directeur, et je reçois, je vais dire l'ordre, enfin c'est un bien grand mot, mais enfin disons que je reçois la directive plutôt, hein, de faire une note intitulée Michel Rocard, chef d'orchestre de la subversion. Et je réponds, parce que je pensais devoir répondre ça, hein, qu'on ne pouvait pas dire ça. Et on m'a répondu, exécuté, cher ami. Bon, donc je suis rentré dans mon bureau, j'ai fait ma note. Au début des années 70, à la demande des autorités, les RG avaient décidé de faire de Michel Rocard, futur Premier ministre de la France, un ennemi d'État. C'est ainsi que l'on traitait alors les figures de l'opposition en France. Le renseignement politique a toujours été à la disposition du pouvoir, pas de l'État. Le renseignement politique est là pour protéger le pouvoir. L'autre problème urgent à régler pour le gouvernement à ce moment-là est ce qui se passe dans la rue. À la suite de mai 68, toute une série de groupuscules d'extrême gauche battent le pavé parisien. On ne parle pas encore de Black Bloc, mais les casseurs, eux, sont déjà d'actualité. Les renseignements généraux vont mettre presque 10 ans à cerner les contours d'une menace qu'ils n'avaient jamais anticipée jusqu'ici. Celle que l'on appelle la menace gauchiste. Les renseignements généraux ont dû s'intéresser de plus près à cette agitation
d'une gauche radicale, d'abord il a fallu identifier, comprendre la différence entre des éléments maoïstes et des éléments trotskistes. La multiplication des groupes gauchistes dans la France des années 70 inquiète les RG. Par peur de revivre les événements révolutionnaires de mai 68, les policiers décident d'infiltrer tous les mouvements, sans exception. Ce jeune militant promis un bel avenir en politique en sait quelque chose. Le pouvoir, au lieu de répondre, provoque, envoie ses flics, envoie ses nervis. J'ai commencé à militer en 1970, et à cette époque-là, tous les militants d'extrême gauche étaient plus ou moins pris en chasse, je dirais, entre guillemets, par les renseignements généraux. Bon, on les voyait venir de loin, quoi. On les appelait les imperméables, parce que quand vous faisiez une réunion publique, dès qu'il y avait deux types avec une cravate, vous étiez sûr que c'était les gens des renseignements généraux. Quand vous sortiez et que vous aviez une 4L ou une... parce que à l'époque c'était ça, avec deux types dedans, vous saviez que c'était les renseignements généraux. On allait taper sur le carreau en disant « Salut, ça va ?» Bon, voilà. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient toujours gentils, hein. Les RG n'ont en effet pas beaucoup de scrupules. Comme par exemple, lorsqu'ils décident de mettre toutes les facs du pays sous surveillance, en transformant des étudiants en indiques. Et on a pu recruter des jeunes garçons et des jeunes filles avec pour mission de s'infiltrer dans un certain nombre de mouvements de la gauche radicale et être ensuite remerciés de cette action par une admission immédiate au sein des renseignements généraux. C'est-à-dire qu'on leur disait, faites de l'infiltration pendant quelques mois, quelques années, et vous deviendrez policier, sans passer de concours. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est tout à fait dérogatoire par rapport aux règles de la fonction publique, je vous l'accorde. Mais c'est à la mesure de la peur que le pouvoir politique avait connue pendant les événements de 1968. Garder un œil sur les étudiants gauchistes dans les universités est une chose. Identifier les leaders de l'agitation qui secoue le pays en ce début des années 70 en est une autre. Daniel Cohn-Bendit, le leader charismatique de mai 68, conserve naturellement l'attention des services. Mais c'est peine perdue. Il a été expulsé vers l'Allemagne il y a déjà 2 ans. Les RG se focalisent alors sur ceux qui rêvent du grand soir et prônent, s'il le faut, la violence armée. Ils nous provoquent, ils pillent le fruit de notre travail, ils mettent nos gosses au chômage et nos vieux dans la misère, ils nous jettent leurs CRS et leurs gardes mobiles, en attendant de nous livrer à leurs matons. Nous aurons du courage. Ce sont les militants maoïstes, les Mao comme on les appelle, les adorateurs du numéro 1 chinois, Mao Tse-tung. Les Mao recrutent des sympathisants dans le tout Paris des lettres et du showbiz. T'as pas droit aux petites fleurs, t'as droit qu'à la saleté. C'était vraiment the place to be. Tout le monde y était. Tout le monde y était. Tout le monde. C'était vraiment l'endroit à la mode. Ça faisait chic d'être pour les prolos. Dans la galaxie Mao, les renseignements généraux identifient le cinéaste Jean-Luc Godard, l'acteur Sami Frey, la romancière Marguerite Duras ou encore l'écrivain Philippe Solers. Évidemment, tout ce petit monde est fiché. Les people, ils étaient suivis comme people, en tant que people, et ainsi de suite, dans la fameuse série, au cas où, s'ils ont une influence suffisante sur l'opinion, qu'est-ce qu'on peut faire pour modérer, empêcher, atténuer, bâillonner une intervention qui serait nuisible au pouvoir ou à l'État. La figure emblématique de cette gauche radicale, c'est le grand écrivain Jean-Paul Sartre. Connu et respecté dans le monde entier, Sartre est un ambassadeur hors pair pour les Mao. Ah ben c'était une prise de guerre, hein. C'est ça, dans le jargon politique moderne, on dit c'est une prise. C'est comme quand Macron prend Hulot, c'est une prise, hein. Camarades, je suis venu témoigner auprès de vous. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que la justice de classe... Le philosophe vieillissant semble trouver une seconde jeunesse auprès de ces militants qui prônent la révolution.
Sartre voulait toujours savoir, mais la révolution, la révolution, la révolution. Et moi, j'ai essayé de lui expliquer que la prise du Palais d'Hiver et tout ça, c'était fini. Hein, c'est plus comme ça que ça se passait. C'était, il y avait des révoltes, il y avait des grèves, et que c'était un long processus de réforme, de changement de la société. Il n'était pas maoïste, il jouait avec des idées de la révolution. Il avait envie de vivre une révolution. C'est un commencement, le fait que vous veuillez bien m'écouter. Je vous en remercie. Il faudra que nous nous rencontrions dans d'autres occasions encore. Sartre excelle dans l'art d'écrire. C'est donc tout naturellement qu'il prend la direction de La Cause du Peuple, le journal des Mao. Au mois de juin 70, le philosophe s'affiche avec le journal à Paris, sur les grands boulevards, dans une action visant clairement à provoquer les autorités. À ses côtés, un ami journaliste. Quand ils ont mis en prison des jeunes qui vendaient La Cause du Peuple. Alors les intellectuels, Sartre, Beauvoir, Samy Frey, les Dernalier, et on a décidé de distribuer pour essayer de montrer un peu que cet État était en train de délirer. Demandez la cause du peuple contre les saisies arbitraires. Les personnalités sont arrêtées. La scène est immortalisée par les caméras. L'intellectuel a réussi son coup. Sartre. Eh bien, vous voyez, nous sommes arrêtés parce que nous vendons un journal qui n'est pas interdit. Il l'amenait au commissariat et puis on nous mettait dans une autre pièce puis on nous libérait tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous fasse, je veux dire ? Jean-Paul Sartre devient pourtant un problème pour le gouvernement. Comme Yves Montand 20 ans plus tôt, Sartre se voit attribuer un numéro par les renseignements généraux, en l'occurrence le 340-233. Fidèles à leur habitude, les RG se mettent à espionner l'écrivain jusque dans les aspects les plus intimes de sa vie privée. Le 1er juin 1970, par exemple, il découvre l'existence de l'une de ses maîtresses, une certaine Wanda Kozakiewicz. Un peu plus tard, il consigne scrupuleusement. À 9h55, Sartre quitte son domicile et se rend à pied chez sa fille adoptive, après avoir effectué des achats dans une boulangerie. Alors, vu comme ça, probablement que ça ne sert à rien. Maintenant, si vous avez 1 an de fiche et que vous vous interrogez sur le pourquoi du nombre de fois où il s'arrête à la boulangerie, qu'est-ce qu'il fait à la boulangerie, s'il sort par la porte arrière de la boulangerie, est-ce que c'est une boulangerie avec une entrée et une sortie? Tout ça, c'est les basiques de l'espionnage ou du contre-espionnage. Entendons bien, je ne parle pas du cas de Jean-Paul Sartre en tant que tel, et je pense qu'il allait à la boulangerie acheter des croissants, mais voilà. Jean-Paul Sartre n'est pas un terroriste. Je vous l'accorde. Bon. Maintenant, dans quelle mesure sa sympathie au sein de ce groupe peut-il l'amener à aider, soutenir, héberger d'éventuels candidats terroristes? De terroristes, les RG n'en trouveront pas chez Jean-Paul Sartre. Tout au plus, suspecte-t-il l'intellectuel d'héberger chez lui un certain Daniel Cohn-Bendit, interdit de séjour en France. Pour le service de renseignement, cela suffit à faire de Sartre la tête pensante d'un réseau clandestin. Oh, je ne sais pas s'il était dans un réseau, mais pas. Moi, je ne faisais pas partie de ce réseau. Quand je suis venu à Paris, je suis venu 2 fois. Je ne sais plus chez qui j'étais, mais non, je n'étais pas chez Sartre. Comme avec Yves Montand quelques années plus tôt, les renseignements généraux se sont trompés. Sartre n'a jamais été impliqué dans aucune action violente. Il en va autrement avec les Mao purs et durs. C'est ce que vont finir par découvrir les RG en les infiltrant. Les maoïstes, il y avait un risque de dérive terroriste. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est là qu'il s'agissait d'être prévenu en cas d'acquisition d'armes, en cas d'objectifs à déterminer, enfin, etc., etc. Oui, il y a eu un risque.
À Paris, les Mao font régulièrement le coup de poing avec les forces de l'ordre. Mais ce n'est pas ce qui inquiète vraiment les autorités. Depuis leur bureau, les RG voient ces révolutionnaires s'installer dans les grandes usines du pays. Comme à Sochaux, par exemple. La ville vit au rythme des usines Peugeot, le plus grand site industriel français. Les RG découvrent que les Mao y ont envoyé des étudiants issus de grandes écoles pour s'y faire embaucher. Des intellectuels d'extrême gauche voisins d'établis des ouvriers, cela n'est pas pour rassurer la police. Et si leur discours prenait dans les classes populaires? Les violents, ce sont ceux qui font mourir les travailleurs dans les usines. Dans une grande usine à Grenoble, il y a eu encore récemment 2 morts, il y a eu 5 morts sur un chantier. Cette jeune passionnariat est aujourd'hui une paisible retraitée. Au début des années 70, elle faisait partie de cette vague d'étudiants installés dans les usines Peugeot pour le compte des Mao. On pensait que on ne pourrait pas prendre le pouvoir sans être une armée. Mais cette armée, nous voulions qu'elle soit constituée par les travailleurs. Pour nous, les masses prolétariennes, les ouvriers, les ouvrières étaient des gens absolument extraordinaires. Étouffer la flamme révolutionnaire dans l'industrie française, c'est une mission taillée sur mesure pour le commissaire Pierrat. Il vient d'arriver dans la région comme patron des RG locaux. Quand dans les milieux maoïstes, on a décidé de faire de Peugeot la cible numéro 1 ou l'usine numéro 1, c'est tout ce petit monde qu'on a eu à l'œil. Donc il y a là, quand j'arrive à Montbéliard, un climat très tendu. Si le climat est tendu, c'est que le pouvoir ne fait rien pour apaiser les esprits. Raymond Marcellin, toujours ministre de l'Intérieur, joue même la provocation dès qu'il en a l'occasion. Depuis 3 ans, on nous a promis un octobre rouge, un été chaud, un mois de mai révolutionnaire, et rien de cela ne s'est produit. En privé, le discours du ministre est différent. Il est inquiet et il l'avoue. Il était convaincu que le KGB était pour quelque chose dans tout cela, parce que c'était une organisation que personne n'avait d'autre. Quand même une organisation exceptionnelle, le KGB. Si des espions soviétiques opèrent en France, le ministre de l'Intérieur veut en avoir le cœur net. Il dépêche à Sochaux la DST, le service de contre-espionnage. Ces policiers spécialisés dans la traque des agents de l'Est méprisent les RG. Le commissaire Pierrat et ses amis n'ont plus voix au chapitre. Donc, la DST est venue, j'allais dire, complètement sur les plates-bandes des renseignements généraux. Le ministre de l'Intérieur, qui évidemment a utilisé le vieil adage « diviser pour mieux régner ». Et puis finalement, si je les mets en concurrence, peut-être en obtiendrai-je quelque chose. Je suis rentré à la DST début 69. Je suis affecté au service de manipulation. L'objectif était de manipuler les gens. Mon bureau était là, il y avait une fenêtre ici, une autre fenêtre là. Voilà. Les écoutes téléphoniques se faisaient là-haut. Quand on avait envie d'écouter quelqu'un, on le branchait, puis on allait écouter ce qu'il racontait. On visitait son appartement ou pas, selon les circonstances. C'était la guerre, évidemment, à la guerre comme à la guerre. La DST, vous savez, je ne veux pas dire du mal de collègues, mais pour la DST, à cette époque-là, la fin justifiait les moyens. Les deux services se détestent et ne partagent pas la même vision de leur mission. Les RG font de la surveillance, la DST de la provocation. Dans l'institution policière, il y avait un corps qui était un corps de coups tordus, classique. Alors eux, c'était les rois de ça, c'était la DST.
Il se considérait comme l'élite de l'élite de la police. Et un nombre de responsables des renseignements généraux ne supportaient pas les responsables de la DST qui arrivaient, qui, avec toute leur autorité, toute leur morgue, prenaient les notes, donnaient des ordres, faisaient des commandes, etc. Et souvent, derrière, les coups tordus, c'est de là qu'ils venaient. À la DST, on ne se pose pas de questions. Ordre est donné de recruter un indique chez les Mao. On m'indique, démerde-toi, recrute quelqu'un, il nous faut un type dans la gauche prolétarienne, notamment chez Peugeot. Ça a duré plusieurs mois quand même. Je cherchais, je passais mon temps à rencontrer des types jusqu'au moment où je rencontre ce type. L'homme qui va infiltrer les Mao installés chez Peugeot est un simple ouvrier du nom de Denis Mercier. Je le rencontre en me faisant passer pour un journaliste quand j'arrive, besoin de renseignements. En partant, je le paie, je lui donne l'équivalent peut-être de 200 € d'aujourd'hui. On a passé 2 heures, allez. Ça avait l'air de l'intéresser bigrement. Bon. On venait dans un sous-bois, discuter, je venais avec ma voiture, je me planquais, dans des endroits différents d'ailleurs. Je changeais de voiture évidemment à chaque fois, j'avais des plaques minéralogiques différentes. Et puis un beau jour, je me penche, ma veste, j'avais toujours l'arme à gauche, je me penche comme ça. Il était là, il voit mon pistolet, donc il a compris. Je lui montre ma carte, je lui dis écoute, voilà, c'est très simple, j'ai besoin de renseignements, je vais même aller plus loin, je vais te payer bien plus maintenant. Donc là, j'ai joué carte sur table. Je lui donnais petit à petit des enveloppes de liquide, il signait des reçus. Alors il s'embarquait, une fois qu'il avait signé, il ne pouvait plus faire marche arrière. Infiltré, Denis Mercier devient une source d'informations précieuses au sein de l'AGP, la gauche prolétarienne, le groupe Mao qui œuvre à Sochaux. Denis Mercier, il avait les noms de ceux qui étaient clandestinement adhérents de l'AGP dans les usines. Ça, c'était pas très bon. À ce moment-là, seule la DST a connaissance du double jeu de Denis Mercier. Le commissaire Pierrat, patron des RG locaux, ignore tout de cette opération. C'est presque par hasard que les chemins des deux services vont se croiser dans la région. Je me souviens d'un jour où on m'a convoqué. Vite, Dominique, faut que tu ailles voir le patron, il t'appelle. Bon, j'arrive dans son bureau. Il faut que les Français votent du bon côté. Tu sais ce qu'il faut faire? Non. Et bien, s'il y a quelques attentats, ça va les rasséréner, ils vont voter à droite. Il fallait orienter positivement les élections, positivement de son point de vue. Et pour orienter positivement les élections, il fallait faire un peu peur aux Français. Et la peur est le début de la sagesse, et ils votaient sagement dans le sens désiré, dans le sens de Marcellin. De la droite. Ah bah, oui. C'était pas pour voter à gauche, ça c'est clair. Marcellin n'était pas beaucoup à gauche, non. C'était pas son style. Il était le ministre de l'Intérieur de Pompidou. Et il ne se posait pas la question de savoir si, pour lui, il fallait que ce soit la majorité qui gagne. La DST ordonne à son indique Denis Mercier de pousser ses camarades à commettre un attentat dans les usines Peugeot. D'informateur, Mercier devient manipulateur. Fidèle à sa réputation, le contre-espionnage vient de monter ce que l'on appelle dans les services une barbouzerie. La DST a averti le sous-préfet local de cette opération secrète, mais elle n'a pas mis le commissaire Pierrat dans la confidence. J'allais voir le sous-préfet de Montbéliard au moins une fois par jour. Ce jour-là, en fin d'après-midi, le sous-préfet m'accueille, vous savez, avec ce petit sourire narquois des gens qui savent par rapport à ceux qui sont dans l'ignorance. Il va y avoir un attentat cette nuit. Ah. Piqué au vif, le commissaire Pierrat et ses hommes vont tout faire pour déjouer l'attaque. Finalement, nous avons intercepté le groupe de la gauche prolétarienne chargé de faire l'attentat devant le hall d'exposition des véhicules Peugeot à Sochaux-Montbéliard. Voilà. Nous avions interpellé des gens qui s'apprêtaient à commettre l'attentat. Parmi eux figure Denis Mercier, la taupe de la DST devenue soudain très compromettante.
Il a fallu revenir chez Mercier, planquer tout ce qu'il avait dans sa cave avant qu'il y ait une perquisition. Enfin, ça a été une affaire dantesque. Les hommes de la DST sont finalement contraints d'avouer au RG qu'ils sont dans le coup. Et alors je leur ai dit, vous seriez venu me le dire avant. On aurait fait attention. Maintenant, c'est trop tard. L'indicateur du contre-espionnage se retrouve derrière les barreaux. À la DST, outre l'embarras, personne ne comprend pourquoi l'opération a échoué. Jusqu'à aujourd'hui, Dominique Defendi l'ignorait. C'est le préfet qui a prévenu la police qu'il allait y avoir un attentat. C'était le sous-préfet de Montbéliard. Extraordinaire. Ah, c'est rigolo. Eh bien ça, je ne le savais pas. Ah ben oui. La mission du renseignement est de protéger le gouvernement quoi qu'il arrive. Le commissaire Pierrat et ses hommes acceptent donc de garder le secret. L'affaire est étouffée. Le ministre Raymond Marcellin reste à l'intérieur et peut continuer sa croisade anti-gauchiste sans jamais être inquiété. N'oubliez pas que l'autre nuit, autour du Palais des Sports, il y avait des agresseurs. Les agresseurs, c'était les gauchistes. Monsieur le Président. À la tête du pays, en revanche, le président Pompidou a nommé un nouveau Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas. Adopter le budget dans des conditions... En 1972, à peine installé à Matignon, Chaban est empêtré dans une mauvaise affaire de fraude fiscale qui l'oblige à se défendre à la télévision. Un exercice rare à l'époque. Il m'a d'abord été reproché de ne pas payer assez d'impôts. Quant à ne pas avoir payé d'impôts du tout, pendant 4 ans, c'est de l'invention pure et simple. À l'origine de ce scandale, il y a le Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique est le précurseur du journalisme d'investigation à la française. Aux grandes dames du ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin et des renseignements généraux. Ils assimilent ça à une ligne gauchiste, alors que c'est simplement, à un moment donné, le développement du journalisme d'enquête. Et il supportait très mal l'affaire de Chaban, l'affaire des feuilles d'impôt de Chaban, Marcellin. Il avait envie de savoir qui avait été raconté ça au Canard enchaîné. C'est évident. C'est évident qu'il l'essayait. Et là, c'est la parano. Ils se demandent quels sont les informateurs. Et donc, ils ont fait des enquêtes sur les comptes bancaires, des enquêtes sur la vie privée, des filatures avec photos. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Les poubelles. Piquer les poubelles, et puis ils les emmenaient chez un petit éditeur porno qui leur avait alloué un hangar en banlieue. On va tout nous faire, sauf la drogue dans les voitures. Ça, ils l'ont pas fait. Comme à leur habitude, les RG consignent tout ce qu'ils savent ou pensent savoir dans un rapport secret. Alors les gars ont ramassé tout ce qu'ils avaient, et c'est n'importe quoi, y compris, il y avait un journaliste du Canard, on avait ressorti le fait qu'il avait volé une tablette de chocolat dans un supermarché, et c'était inscrit. L'intimité de tous les collaborateurs du journal s'étale sur 150 pages. Des journalistes auraient par exemple un penchant marqué pour les boissons alcoolisées. Un autre est soupçonné d'avoir entretenu une maîtresse. En réalité, les RG ont fait chou blanc. Non, ils n'ont jamais trouvé une vraie source. Et Marcellin était complètement fou de ça. Aveuglé par sa soif de vengeance, le ministre de l'Intérieur ne veut pas en rester là. Il fait donc appel à la DST. Pour enfin démasquer les sources des journalistes, les hommes du contre-espionnage déguisés en ouvriers cachent des micros jusque dans l'intérieur des murs du journal. Mais l'opération va s'ébruiter. L'affaire des faux plombiers du Canard éclate. Elle coûtera sa place au ministre. À partir de là, le climat change du tout au tout. De ce jour, date une ère nouvelle
de la politique française. Ainsi, c'est moi qui conduirai le changement. Valéry Giscard d'Estaing s'installe à l'Élysée et promet un nouvel exercice du pouvoir. Terminer les policiers à l'ancienne et leurs coups tordus téléguidés depuis le sommet de l'État. Sa présidence sera exemplaire. Giscard le promet aux Français. Pour les renseignements généraux, il faut tout repenser. Exit les basses œuvres politiciennes et l'obsession du péril rouge. Il faut se recentrer sur les vraies menaces. Pour moi, les renseignements généraux devaient s'intéresser à tout ce qui pouvait porter atteinte aux institutions, aux problèmes de violence, de terrorisme et de déstabilisation. Le commissaire Pochon prend la tête de la section antiterroriste des RG. Sentir, radiographier, écouter, c'était passionnant, c'était extraordinaire. La section antiterroriste, c'est l'aristocratie des renseignements généraux. Une quinzaine d'agents seulement, triés sur le volet. Ces sections intervenaient comme un service antiterroriste, faisaient des filatures, des surveillances, ils traitaient des informateurs avec des pseudos, voilà. Il a tourné avenue de la Bourdonnais. Un groupe terroriste multiplie les attentats contre les symboles de l'État. C'est le début de la saga d'Action Directe que j'ai conduite pendant 2 ans. On a tiré au bazooka contre le ministère des Transports et 2 de ses annexes à Paris. Les cibles étaient le cabinet du ministre, Joël Le Teul, et les ordinateurs de Bison Futé. Les attentats ont été revendiqués par le groupe Action Directe. La menace d'Action Directe est réelle. Il faut la neutraliser. Des écoutes téléphoniques permettent aux hommes du commissaire Pochon d'identifier les leaders. Reste maintenant à les interpeller. C'est à ce moment-là que rentre en scène un personnage qui va avoir un rôle essentiel, qui s'appelle Gabriel Chahine. Gabriel Chahine était quelqu'un qui a participé à la mouvance extrémiste gauchiste. C'est un artiste raté, mais un type génial. Il avait une barbe, il était toujours hirsute, et le courant est passé de manière extraordinaire, entre lui et moi. J'ai demandé à Gabriel, qui avait un contact avec eux plus ou moins diffus, on n'a jamais su trop comment ça se passait. J'ai dit, voilà, il faut absolument que tu les rencontres. Gabriel me dit, mais c'est une très bonne idée. À partir de ce moment-là, on improvise un peu, c'est le système D, hein. C'est pas la CIA, hein. C'était un petit groupe de 15 mecs, hommes et femmes, avec des moyens dérisoires. Le plan du commissaire Pochon est simple. Puisque les RG ne parviennent pas à mettre la main sur les leaders d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, il faut les faire venir à eux. L'indicateur Chahine doit leur faire croire que Carlos, le pire des terroristes de l'époque, souhaite les rencontrer. Carlos, c'est le terroriste le plus dangereux des années 70, le chef d'orchestre de la terreur en Europe. L'opération des RG ressemble à un coup de poker. Et donc j'ai mis en place un scénario avec mon équipe, complètement dingue, c'est vrai, peut-être. Le nom de Carlos n'est qu'un leurre, mais il fonctionne. Les membres d'Action Directe acceptent ce qu'ils croient être une rencontre dans un appartement en plein cœur du 16e arrondissement de Paris. Et puis, ce qui s'est passé, s'est passé. Fusillade rue Pergolèse à Paris entre des inspecteurs des renseignements généraux et un couple de jeunes terroristes. Les 2 terroristes ont été arrêtés. En fait, on le sait maintenant, la police recherchait très activement Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, les 2 terroristes arrêtés hier soir. Avec cette arrestation spectaculaire et ce cliché qui fixe la scène, les renseignements généraux viennent de réaliser un petit exploit. Ils font d'une pierre 2 coups. Ils se rendent indispensables auprès du pouvoir politique et se montrent sous leur meilleur jour aux yeux du grand public. Tout ça a fait que c'était une opération complètement dingue. Et puis, elle s'est bien passée. Elle aurait pu bien se passer. Et on était très contents.
Le commissaire Pochon va pourtant vite déchanter. 2 ans plus tard, les 2 terroristes sont amnistiés. Peu après, Gabriel Chahine, l'indicateur utilisé par les RG, est abattu devant chez lui. L'auteur de cet assassinat ne sera jamais identifié. Cette affaire restera pendant longtemps une blessure pour les renseignements généraux. Était-ce le prix à payer pour que la France ne sombre pas dans la violence, comme l'Italie ou l'Allemagne ? Le contexte, c'était ce qu'on appelle les années de plomb en Europe. Il y a une macération extrêmement importante et les groupes en Allemagne et en Italie ont déjà commis des attentats extrêmement meurtriers. En France, mai 68 n'a pas été, comment dirais-je, suivi d'une explosion d'actions terroristes, comme ce fut le cas en Allemagne, etc., etc. Pour les renseignements généraux, la France aurait été épargnée par les dérives sanglantes grâce à la qualité de leur travail. Leur bilan en la matière apparaît pourtant modeste. Il est compliqué de tirer le bilan de l'action des renseignements généraux dans la lutte contre la menace gauchiste pour plusieurs raisons. Hormis action directe, il n'y a pas eu une vraie mouvance d'ultra-gauche violente, terroriste. Et action directe était de ce point de vue-là assez marginale si l'on compare avec les exemples belges, italiens ou allemands. Donc j'aurais du mal à créditer les renseignements généraux d'une action déterminante en la matière. La fin des années 70 marque un tournant pour les renseignements généraux. Avec elle, s'éteint une certaine idée de la contestation gauchiste née sur les barricades de mai 68. Les RG ont perdu leur meilleur ennemi, mais vont se découvrir de nouveaux adversaires, quitte à peser lourdement sur la vie démocratique du pays. Dans les bureaux, les hommes de l'ombre se préparent au retour des manipulations et des coups tordus.